Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a réuni les responsables de la PNH, des FADH et la force de répression des gangs mercredi afin d'évaluer la situation sécuritaire et renforcer les opérations contre les groupes armés. Le gouvernement annonce une permanence sécuritaire nationale et une politique de tolérance zéro envers les gangs et leur soutien. Les forces de l'ordre poursuivent ce jeudi leurs opérations contre le gang Kokorat-Saras dans le Haut-Artibonite. Au moins 9 véhicules blindés ont été déployés dans la commune de l'Esther. Par ailleurs, l'ONU s'inquiète de l'aggravation des violences dans l'Ouest, notamment à Cité-Soleil et à Croix-des-Bouquets. Et puis le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes juge décevant le bilan des 100 premiers jours du gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé, instauré le 7 février 2026. Wadner Edouard, président AI du RDNP, appelle à de nouvelles consultations nationales pour mettre en place un gouvernement capable de rétablir l'autorité de l'État. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a réuni mercredi à la primature les responsables de la PNH, des FADH et de la force de répression des gangs, ainsi que les commandements opérationnels engagés sur le terrain afin d'évaluer la situation sécuritaire et d'adopter de nouvelles mesures contre les groupes armés, selon un communiqué du gouvernement. Cette réunion, désormais hebdomadaire, vise à renforcer la coordination entre les forces de sécurité. Le gouvernement a décrété une permanence sécuritaire nationale et annoncé le renforcement immédiat des opérations menées par la police avec l'appui de l'armée et de la FRG jusqu'au rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones contrôlées par les gangs. Les autorités affirment également appliquer une politique de tolérance zéro envers les groupes armés ainsi que leur soutien logistique et financier. Dans le Haut-Artibonite, les opérations de la PNH contre le gang Kokorat-Saras se poursuivaient ce jeudi à l'Esther. Au moins 9 véhicules blindés ont été déployés selon des informations recueillies sur place. Des affrontements étaient toujours en cours et auraient fait plusieurs victimes collatérales parmi la population civile. Parallèlement, l'ONU a alerté sur la dégradation de la situation humanitaire en Haïti, notamment dans le département de l'Ouest, où des groupes armés s'affrontent pour le contrôle de plusieurs territoires. Selon l'ONU, au moins 390 personnes ont été tuées entre le 6 mars et le 16 mai lors de violences à Cité-Soleil et à Croix-des-Bouquets. L'organisation rapporte également que 87 maisons et infrastructures publiques ont été incendiées. Des voix continuent de s'élever pour dénoncer les violences perpétrées récemment par les gangs armés dans l'Artibonite et dans l'Ouest. La structure politique Initiative du 24 avril appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire échec aux bandits armés. Elle déplore également les dernières victimes enregistrées lors des affrontements entre gangs dans la plaine du cul-de-sac. L'ingénieur McKenlove Jean-Pierre est l'invité du journal. Il est sur le plateau de Métro News avec nous. Ingénieur McKenlove Jean-Pierre, bonsoir. Bienvenue sur le plateau Métro News. Bonsoir Madame Rose Berline Barthélémy Ducasse. C'est un plaisir pour nous ensemble après-midi sur le plateau Radio-Télévision Métropole. Nous sommes bien contents de recevoir l'initiative du 24 avril 2025. Évidemment, nous sommes avec nous parce que c'est membre initiative du 24 avril et nous avons une note qui datait de jeudi même, jeudi 21 mai 2026. Là, nous dénonçons la situation sécuritaire là, qui notamment a crasé, maspiné population au niveau de la plaine du cul-de-sac, au niveau de l'Artibonite. Et tout dans notre ça, nous adressons avec le gouvernement et nous utiliser des mots assez salés, on va dire, des mots assez forts. Et effectivement, Madame Barthélémy, après 7 février,
et chef gouvernement prend pouvoir, c'est le mettre à bord, président et premier ministre en même temps, nous constatons qu'il y a une série d'avancées qui a fait 7 février, avant 7 février 2026. Donc, avec CPTA. Avec CPTA. Qui a avancé ça rapidement. Et avancé ça, et c'était dans la question de sécurité, la police allait belle, la police franchit une série de zones métropolitaines, une série d'avancées qui a fait dans le département sud-est, mais nous constatons après 7 février, pas de avancé et gang continué à massacrer la population, j'en dis dans mise en contexte, nous pensons qu'il est important pour nous tirer sur les d'alarme dans côté gouvernement pour lever pied dans l'insécurité. Alors, est-ce que je dis, nous sommes capables de dire que nous sommes en présence d'une série de bandits qui sont surpuissants, ou bien nous pitons en face une série d'autorités qui sont incompétentes, ou bien qui sont incapables? Bien dit, Madame Barthélémy, une série d'autorités qui paraissent incompétents, incapables pour résoudre la crise là, parce que nous croyons dans l'initiative 24 avril, la crise l'a dépassé l'autorité, parce que nous, avant 7 février, gagnons pas trop massacrer mon Jean-Denis. Mais il y a l'autre zone qui était tombée. L'autre zone, etc. Mais nous constatons qu'il y a un gros massacre majeur qui est enregistré dans le département de la Tibonite, dans le Machin des Salines. C'est plus passé 100 personnes qui sont assassinées sous violence gang. Dans le sud-est, c'est gagné population qui déplacée massivement entrée dans la ville Jacmel. Et ensuite, tout près nous là, dans la plaine, il y a plus passé 10 000 personnes qui quittent Caillou sous violence gang et qui dans un 26e camp, de airport là, Botoamer. Et ensuite, il y a plus passé 2500 cailles qui boulaient, rapiétaient. Et nous croyons qu'il y a plus passé 80 personnes qui assassinés. Ça c'est preuve qui montre que le gouvernement n'a pas de capacité pour résoudre le problème d'insécurité. Alors, ingénieur Jean-Pierre, par rapport avec accent qu'on mettait sous avancée que tu as fait avant Premier ministre Didier Fils-Aimé, c'est-à-dire avec Conseil présidentiel de transition que nous t'ai gagné. Est-ce que ça t'avait dit pour initiative 24 avril, je dis là, nous pas doué continuer, nous pas doué avancer avec Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, mais plutôt pour tes jeunes au consensus, pour tes toujours été avec Conseil présidentiel de transition? Merci beaucoup, Madame Barthélémy. Pour question, nous-mêmes, en l'initiative 24 avril 2025, nous avons que mandat CPTA a fini 7 février 2026. Il n'est pas question pour CPTA arrêter ce pouvoir, et il n'est pas question pour chef gouvernement arrêter ce pouvoir. Parce que nous croyons que si le Premier ministre est capable de résoudre le problème d'insécurité, il a commencé à résoudre depuis sous CPTA. C'est vrai, il t'a dit nous, grand pile avancé quelques fait si CPTA n'est pas là, mais automatiquement CPTA a quitté le pouvoir 7 février 2026. Pour le ministre, c'est le mettre à bord. Nous pas ouais, une volonté beaucoup côté pour le ministre pour résoudre le problème d'insécurité. Nous-mêmes, nous te croyons que dans un plan de gouvernance, nous te mettons au 20 mai 2025 qui dit mais comment nous te voulons résoudre le problème d'insécurité, mais comment nous te voulons résoudre le problème économique. Nous te dit il n'est pas question pour mener nous dans un gouvernement monocéphale, même avec le docteur Ariel Henry au pouvoir pour contre lui. Nous prenons la Cour de cassation, nous choisissons un juge, nous mettons président. Et pour le ministre, il a fait partie de consensus pour le territoire sous pouvoir comme chef gouvernement. Mais malheureusement, il n'a pas de la raison. Il a le pouvoir pour quoi, avec support communauté internationale, là, quelques partis politiques en Haïti. Pour le ministre, pour quoi, il n'a pas atterri. Donc nous-mêmes, nous croyons que c'est un exécutif bicéphale qui est capable de résoudre le problème d'insécurité et faire élection dans le pays. Donc je dis là, initiative 24 avril. A demandé pour gagner un président qui est issu de la Cour de cassation pour m'accorder ensemble avec le Premier ministre. Là, selon nous-mêmes, c'est ça qui a le résultat, c'est ça qui résout le problème de sécurité. Effectivement, Madame Ducasse, nous croyons que doit gagner un président qui est installé dans le palais national. Pour le ministre, là, déjà sont irritants, il subit plusieurs frappements politiques. Par exemple, CPTA a révoqué, il y a un accord qui est sous pouvoir qui n'est pas suffisant. Nous croyons que le Premier ministre là, fait preuve d'incapacité pour continuer à jouer le chef gouvernement. Nous croyons qu'il y a un juge à la Cour de cassation et il y a l'autre Premier ministre dans la classe politique là. Il est préférable au lieu de nous le Premier ministre sous pouvoir parce que nous, elle fait preuve d'incapacité déjà depuis 19 mois sous pouvoir. Donc, si nous comprenons la logique, ça bien. Donc,
Vin avec un nouveau président qui est issu de la Cour de cassation, avec un nouveau Premier ministre, c'est retarder tout processus électoral. C'est ça un peu l'observateur pour le dire. Effectivement, Mme Barthélemy, retarder le processus électoral là, mais le Premier ministre a fait le nom, on a parlé là. Ça a pu se passer 15 jours depuis le Conseil électoral provisoire, transféré par le chef gouvernement des documents qui sont extrêmement importants dans le processus électoral là. Là-dedans aussi, budget électoral là et décret électoral là, le Premier ministre, 15 jours passés, le Conseil ministre par exemple ratifié des documents ça et nous-mêmes nous croyons que si le Premier ministre n'a pas voulu utiliser l'insécurité pour qu'un pouvoir, l'État ratifier des documents ça pour faciliter le Conseil électoral provisoire continuer avec le processus électoral là, notamment pour lancer le calendrier électoral là. Le Conseil électoral n'a pas qu'à avancer tout le temps des documents ça par ratifié par le Conseil ministre. Donc, je dis à nous-mêmes, au niveau de l'initiative 24 avril, nous avons certitude que si gagner un président qui est issu de la Cour de cassation avec le Premier ministre, problème insécurité il y a résoudre, nous prenons gagner élection rapide vite. Effectivement, Mme Barthélemy, nous croyons qu'il y a un juge à la Cour de cassation qui n'a pas de connivence avec gang. Est-ce que ça veut dire que le Premier ministre a gagné? Effectivement, le Premier ministre a gagné pile monde beaucoup de qui n'a connivence avec gang qui parle avec gang. Certifié, confirmé, de monde qui n'a qui niveau l'État ministre. Il y a des gens qui dans CSPN qui ont une relation serrée avec gang yo, qui nous croit que pas jamais ka gagner sécurité dans le pays tout autant autorité qui pi bien placée dans l'état gagne connivence avec gang yo qui mettait yo confortable. Nous croit que pour résoudre problème gang non faut autorité yo pas dans connivence avec gang yo, faut autorité yo au-dessus de tout soupçon. Donc, chef gouvernement, il n'a pas inspiré nos confiance pour nous aller dans l'élection avec elle. Et dans l'approche élection en Haïti, depuis 1986, pas jamais gagné un premier ministre qui convoquait le peuple haïtien pour aller voter dans l'élection. C'est toujours un président de la République. Dans le but, ça nous croit, c'est un seul président de la République et un autre premier ministre qui est capable de convoquer le peuple haïtien dans ses commises pour y aller voter un autre président dans les prochaines élections. Ingénieur Makenlove Jean-Pierre, merci parce que vous êtes d'accord, Vini, sous plateau Métro News. Madame Barthélemy, c'est le même qui pourrait, messieurs. Merci encore. Voilà donc les propos de l'ingénieur Makenlove Jean-Pierre, membre de l'initiative du 24 avril. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Les activités reprennent timidement dans le quartier résidentiel de Paco et ses environs. Après plusieurs mois marqués par des incursions de gangs armés, les bureaux publics, les écoles et les activités commerciales reviennent progressivement à la normale. Toutefois, la zone porte encore les traces de la violence, notamment avec des maisons et des écoles incendiées. Plusieurs centaines de familles vivent toujours dans des camps de fortune après avoir fui des quartiers voisins. C'est un reportage signé Guerbijan et Claude Désir. Sous un soleil de plomb, Prélhomme cloue une latte de bois pour construire un petit abri destiné à sa famille. Dans ce camp, les habitations de fortune sont faites de vieux débris, de tôles trouées et de bâches en plastique. Il y a plus d'1 an, il a fui le quartier de Salomon, au centre-ville, pour s'installer dans cet espace à Montjoie, un secteur de Paco. Et nous tous qui là dans l'espace là, c'est Kouri et Salomon qui peut mettre nous arriver là. OK? Et je suis capable de dire que c'est un moment terrible pour nous. Les moments ça a arrivé parce que nous avons couru, nous ne côté pour aller. Et après, si nous sommes dit Salomon pour nous atterrir Paco, ce n'est pas des sacrifices que nous faisons en arriver là. Parce que nous n'avons pas de destination. Mais quand même, nous sommes arrivés dans Montjoie, nous avons accueillis nous. Nous avons un espace pour nous rester en attendant. Pourtant, y résider n'est pas de tout repos. Pendant plusieurs mois, les gangs ont assiégé le périmètre, pillant des résidences privées et les commerces. Les vestiges des incendies observés dans plusieurs endroits que nous avons sillonnés rappellent le passage meurtrier des criminels. Un moment difficile pour Prélhomme, contraint de revivre l'horreur. Bon, c'est un moment tragique en pile, parce que pendant que là, coup de balle a traversé nous, si tout le soleil est couché, les nègres ont boumé pour essayer de rentrer là dans la zone. Mais quand même, il y a des gens qui étaient campés en face. Mais quand même, avec si pour la population, avec quelques graines policiers, zone qui t'a aidé nous exister en bas, pression gang. Mais quand même, nous sommes arrivés et gagnés là. À Montjoie,
Les défis persistent au sein des sites de déplacés dont la plupart sont érigés dans les bâtiments publics ainsi que sur des propriétés privées. Yvonne, une malvoyante, a elle aussi fui le cœur du centre-ville et depuis, son quotidien basculé dans l'incertitude. Moi, j'étais dans la rue de la Réunion, mais moi pas dans les yeux, mais c'est un voisinage qui courait prendre, qui courait avec moi ici en là. Et puis, moi, je dis bon, mon yo recevoir dans le camp, moi, je dis bon Dieu merci. Avec, nous pas de support là, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'aide humanitaire, nous pas de personne. Acte aide, commencer pour nous et pour bon Dieu faire le fini pour nous tout. Si le quotidien reprend son cours dans la cité, la survie demeure précaire. Les victimes affichent leur déception face au comportement des dirigeants qui, selon elles, ne s'intéressent pas à leur situation. Non, pas moi la caille. Et quand nous t'écrasons, tu boulé tout. Tu boulé caille nous comme si nous pas gagne parce que tu boulé caille nous. Pas comprendre? Oui. Allez dire nous dans ce là là. Là n'a mal vivre. La guerre c'est problème l'État qui est irresponsable qui rend que tout le monde a quitté la caillou parce que qu'il est mon a fait 10 ans, mon a fait 50 ans, mon a goumé comme madame pour faire 50 gouttes pour posséder dans bout de chambre caille pour arrêter voilà que bandits empêcher nous vivre, yo boulé caille nous et puis yo la nous demain ballon et nous demander avec secours ensemble avec l'État, nous pas avoir aucun secours. Tout ça nous fait dans la vie, lever compte, nous dit bon, de ces trois, nous avons côté là, moi, nous prendre là. Derrière ce tableau de vie brisée, la reprise des activités est bien réelle à Paco. Les petits commerces réapparaissent, les infrastructures publiques et les écoles rouvrent progressivement. Seul l'EDH reste passive et tarde à rétablir le courant électrique dans les environs, selon les riverains. Pierre-Michel Félix, responsable de la Fédération des travailleurs de cette institution, assure que les installations techniques de la compagnie ont été détruites lors des affrontements. Mais il faut que nous disions que toute zone et en pile là-dedans, c'est une sous-station, qui est alimentée sous station, elle est tout simple. Avenue N. Boulanger nous connaît et que qui ça qui était passé et que monsieur et ami en fait vandalisé sous station ça. Moi je pense que c'est une occasion pour en fait et responsable pays bah écoute mais à EDH qui permettre que capable réorganiser sous station ça pour le fonctionner, pour le reprendre et contrôle pour capable bailler service à la population. Si les habitants regagnent progressivement la zone, Paco n'est pas totalement remis sur pied. Certaines artères restent désertes, alors que les agents des forces de l'ordre demeurent aux aguets. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP dresse un bilan décevant des 5 premiers jours du gouvernement. Depuis le 7 février 2026, le pacte national avait engagé le gouvernement à rétablir la sécurité, garantir la libre circulation des citoyens et créer les conditions nécessaires à l'organisation des élections. Plus de 3 mois après, ces objectifs sont encore loin d'être atteints, déplore le président AI du RDNP. Wadner-Edouard appelle à l'ouverture rapide de nouvelles consultations nationales afin de mettre en place un gouvernement crédible, compétent et patriotique, capable de rétablir l'autorité de l'État. C'est un reportage de Riti Fortuné et de Guy Trichoisi. Le fait que le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes ait participé à l'élaboration du pacte national ne l'empêche pas de critiquer sévèrement le Premier ministre au bout de 3 mois passés seul à la tête du pays. 100 jours après le 7 février 2026, date à laquelle Alix Didier Fils-Aimé a pris en main la conduite de la transition, les indicateurs montrent une aggravation de la situation nationale sur tous les plans, déplore le RDNP. Un échec du chef de l'exécutif, amplifié par la violation de cet accord pour la stabilité et l'organisation des élections, souligne Wadner-Edouard, président de ce parti politique. Donc, sous plan sécuritaire, le gouvernement ça a Premier ministre dans la tête, c'est 0 baril. Question sécurité a fait, il y a un impact sur la quantité de monde qui est déplacé. Et c'est chaque jour, l'organisme international a un rapport sur la quantité de monde qui est déplacé interne. On comprend, on dit déplacé interne, il y a 1,5 million par exemple. Et puis ça qui s'est passé la plaine. Combien de monde qui quitté la plaine pour aller chercher côté bio réfugiés? Donc on met à regarder ou presque 2 millions
2,3 millions, 2,4 millions. C'est chaque jour qu'il y a violence dans le quartier, dans la zone, quantité de déplacés internes a augmenté. Vous comprenez tout? Si il y a quantité de gens qui quittent le business, qui quittent la caille, qui quittent la famille, qui quittent l'activité, qui déplacent, donc ils viennent plus pauvres. Donc c'est normal pour crise, insécurité alimentaire là, augmenter. Ce constat intervient alors que le texte engageait pourtant clairement le gouvernement à rétablir l'ordre et la sécurité, à garantir la libre circulation des citoyens et à renforcer les institutions, entre autres. Pour le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, ces objectifs sont non seulement loin d'être atteints, mais dans chaque secteur, le pays connaît un énorme recul. Nous, c'est signataires, nous participons à élaborer le texte, même, Pacte national. Le rôle principal, c'était bailler pays en sécurité, organiser l'élection. Le blocage du processus électoral, pourtant l'un des points clés du document, en est une manifestation vivante, affirme le président AI du RDNP. Pour le signataire de cet engagement, il s'agit d'une stratégie gouvernementale pour retarder les échéances. M'bral ban nous une petite information que nous gagnons peut-être. 24 mai k'ap vin là, dimanche a fait un mois depuis conseil électoral là déposé dans le bureau premier ministre projet décret électoral aménagé pour être capable d'organiser l'élection. Un mois après, le premier ministre n'a pas pipé le mot. Nous sommes capables de dire que c'est temps qu'il n'a pas gagné, puisque le pays a tellement de choses à régler. Et l'équipe gouvernementale qui est dans la tête du premier ministre n'a pas de temps pour plancher sous question cruciale ça, qui c'est le décret électoral là, qui prend le KIP à instrument légal pour lui-même enclencher le processus électoral. Un acteur de plus de cet accord exprime ouvertement ses réserves quant au fonctionnement du gouvernement en place. En conséquence, le RDNP appelle à l'ouverture immédiate de nouvelles consultations nationales devant conduire sans délai à la mise en place d'un gouvernement crédible, capable de rétablir l'autorité de l'État dans tout le pays. Pour refermer la page nationale de Métro News, la première édition du Forum d'orientation professionnelle a été lancée par un groupe d'anciens élèves de Saint-Louis de Gonzague. Cette initiative se présente comme une plateforme numérique destinée à aider les jeunes à mieux s'orienter sur le marché du travail. Des entrepreneurs de différents secteurs participeront à cette activité afin d'accompagner les jeunes dans leur choix de carrière. Avec 4 principaux objectifs: informer, collecter, inspirer et accompagner. Cette plateforme entend guider les jeunes dans leur parcours académique et professionnel en les mettant en contact avec des personnes expérimentées du monde du travail. Suivons les propos de Moïse Joseph. D'après un rapport du PNUD, 37,5% des jeunes compris entre 15 et 24 ans sont au chômage. Ils sont au chômage, cela suppose qu'ils ont un diplôme. Mais pourquoi ils ne travaillent pas? Ils ne travaillent pas parce que justement, ils ne se sont pas orientés vers les filières ou vers les domaines dont nos institutions, dont le pays a besoin en ce moment. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas avoir ce forum cette année? 44% des compétences actuelles seront transformées d'ici 2028. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'avec la montée de l'intelligence artificielle, on va devoir s'adapter. Donc le forum sera une occasion, une fenêtre pour ces jeunes de faire connaissance avec les potentiels qui vont exister sur le marché du travail. Et à travers ce forum, nous ambitionnons pas seulement un événement, mais de créer une plateforme nationale avec 4 principaux objectifs: informer, connecter, inspirer et accompagner. Informer, nous allons informer les élèves sur les parcours académiques et professionnels. Connecter, c'est permettre des échanges avec vous autres professionnels qui ont déjà fait la route. Inspirer, c'est bien sûr encourager le leadership, l'innovation, mais aussi l'entrepreneuriat, l'esprit d'entrepreneuriat chez ces jeunes. Accompagner, c'est mettre à leur disposition toutes les ressources nécessaires afin qu'ils puissent faire un choix orienté. Karl Henry Saint-Amand disait que c'est un adolescent de 18 ans qui décide de l'adulte qu'on sera demain.
Donc on ne peut pas permettre à cet adolescent de faire ce choix sans information. En bref, le forum, c'est une organisation hybride, comme je le disais tout à l'heure. Nous prévoyons d'avoir la présence d'au moins 30 universités, écoles professionnelles, centres de formation supérieure et institutions privées, publiques. Et nous prévoyons d'organiser au moins 15 sessions, des ateliers pour permettre des partages d'expériences des professionnels et ces jeunes. Nous aurons également des panels, conférences et un atelier spécial. Ce sera l'occasion aussi de mettre en valeur les opportunités d'études qui existent, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Et au final, nous ambitionnons d'avoir plus de 15 000 jeunes à travers le pays à participer à cet événement. Un rapide aperçu des panels et ateliers. Pour les panels, le premier panel, nous allons parler des carrières d'avenir en Haïti, les opportunités, où se retrouvent les vraies opportunités. Le deuxième panel, c'est mettre en exergue les métiers stratégiques pour le développement national, parce que jusqu'ici, il y a des filières qui sont explorées par réflexe, mais s'est-on jamais demandé de quoi le pays a besoin, de quoi Haïti a besoin pour accélérer ce développement que nous attendons tous. Et le troisième panel, ce sera Vers Haïti Chéri. C'est un panel assez spécial qui sera animé par notre illustre Georges Sertis, qui a publié récemment un ouvrage Vers Haïti Chéri. Donc ce panel sera là pour inspirer les jeunes vers ce développement dont nous rêvons tous. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres à la une. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a réuni mercredi les responsables de la PNH, des FADH et de la force de répression des gangs afin d'évaluer la situation sécuritaire et renforcer les opérations contre les groupes armés. Le gouvernement annonce une permanence sécuritaire nationale et une politique de tolérance zéro envers les gangs et leur soutien. Les forces de l'ordre poursuivaient leurs opérations contre le gang Kokorat Sanras dans le Artibonite. Au moins 9 véhicules blindés ont été déployés dans la commune de l'Ester. Par ailleurs, l'ONU s'inquiète de l'aggravation des violences dans l'Ouest, notamment à Cité-Soleil et à Croix-des-Bouquets. Et puis le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes juge décevant le bilan des 100 premiers jours du gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé. Instauré depuis le 7 février 2026, Wadner Edouard, président AI du RDNP, appelle à de nouvelles consultations nationales pour mettre en place un gouvernement capable de rétablir l'autorité de l'État. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.